C'est la première convention citoyenne qui se tient à Montpellier. Parce qu'au fond, l'IA, c'est un sujet qui concerne l'ensemble du pays. Parce que nous, on produit des millions de données à la seconde. Tout ça, ça existe et c'est le sens de cette convention citoyenne. Effectivement, c'est une question importante parce que je ne me rendais pas compte moi-même que j'avais beaucoup de craintes face à l'IA. À la base, j'étais quand même assez renseigné sur le sujet, mais là, en fait, le fait de parler des habitants et de l'application concrète, ça m'a plongé dedans, en fait. Quand on dit l'intelligence artificielle est un outil, c'est un outil au service d'un cas d'usage pour nous. Mais vous avez par exemple sur ce sujet une approche qui va être selon vos options techno-critique ou techno-enthousiaste par rapport à ça. Il y a un enjeu à héberger nos données et à faire entraîner nos modèles en France plutôt qu'à l'étranger, à la fois pour une question de souveraineté et pour une question environnementale. Je ne maîtrisais pas du tout, la plupart de nous, on avait entendu parler de ChatGPT, mais voilà, c'était tout. Et on a développé, à l'aide des experts, donc, nos propres thématiques. Quasiment personne n'est d'accord avec personne, mais c'est ça qui fait la richesse du débat. Et là, ça permet de voir des gens de tout âge. Quand il y aura des représentants des citoyens, tu auras ton avis, elle aura son avis, j'aurai le mien. Je me dis aussi qu'en tant qu'agent numérique, j'en tire déjà par avance pour l'enseignement, parce que la force finalement de cette démarche qui est importante, c'est la légitimation. Vous avez fait la démonstration que lorsqu'on est attentif à la parole de l'autre, même si on ne partage pas son point de vue, on arrive collectivement, en tout cas, à élaborer un avis. Et ce qu'on a vécu là, c'est l'essence même pour moi d'un exercice démocratique. Merci beaucoup, bravo à toutes et à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bon, on a frôlé l'incident technique pour une soirée sur la technologie, c'était quand même le comble. Mais effectivement, vous avez pu voir la vidéo qui présente, qui résume le travail des 40 citoyens, donc sur plusieurs semaines, 30 heures de débat. Plusieurs experts qui ont été interrogés, interviewés par l'ensemble des citoyens. Et juste avant de commencer la soirée en tant que telle, nous avons la chance d'avoir 2 représentants donc de ces 40 citoyens. Et peut-être que pour commencer, tout d'abord, vous pouvez vous présenter rapidement. Voilà, quel est un peu votre profil, justement, avec un des 2 micros. Est-ce que ça marche? Oui. Ça marche. Alors moi je m'appelle Anne, j'ai 34 ans et je suis auto-entrepreneuse, donc voilà. Et j'ai participé à la Convention citoyenne avec 39 autres super personnes, donc c'était top. Eh bien moi c'est Arthur, j'ai 27 ans, je suis en formation web développeur web mobile et à côté je suis community manager et donc j'ai aussi participé à cette Convention citoyenne qui a eu lieu pendant 3 mois, durant 3 sessions et... Voilà, que dire de plus. Et donc sur les profils des autres, alors sans nous faire effectivement la liste, puisque nous n'avons que 10 minutes pour parler de cette convention citoyenne, mais concrètement, quelles étaient un peu la diversité des profils ? Alors en fait, il y a déjà une chose à savoir, c'est que toutes les personnes qui ont été sélectionnées, elles étaient sélectionnées parce qu'elles n'avaient aucun rapport avec l'IA. Donc ça, c'était déjà quelque chose d'important. Pas de connaissances. Il ne fallait pas qu'on soit en lien avec l'IA. Et après, on avait des personnes de tout âge et une représentation des genres aussi, c'était 50-50. On avait de 18 à 76 ans, il me semble, la plus âgée. C'est ça. Donc non, mais vraiment de tout type de profil, tout type de profil socio-économique aussi. Voilà, donc c'était assez représentatif, je pense. Et c'est vrai que les 40 citoyens, mais comme ce qui a été dit par... Agnès Robin, ils ont été donc désignés grâce à un panéliste qui a permis d'avoir une assez bonne représentativité des habitants de la métropole. Pour vous, vraiment, avec votre expérience, qu'est-ce que vous retirez justement de ces 3 mois de convention citoyenne ? Qu'est-ce que j'en retire ? J'en retire déjà beaucoup de choses.
Premièrement, la diversité qu'on a pu rencontrer, la diversité d'idées qui m'a étonné, très honnêtement. Beaucoup de gens sont arrivés, certes, avec des a priori, mais ont passé outre ces a priori et ont réussi à garder l'esprit ouvert. Et c'est grâce à ça qu'on a pu justement avoir ce cadre de discussion qui était quand même fantastique et où on a pu échanger nos idées, débattre sur nos idées et arriver justement à le travail qu'on a produit tout simplement sur la Convention citoyenne. Et alors, pour vous ? Moi, j'ai trouvé que c'était... je sais que c'est marrant quand on parle d'intelligence artificielle de dire que c'était une expérience humaine très enrichissante. C'était vraiment super bien. Et d'ailleurs, merci aussi à toutes les personnes qui travaillent à la métropole. Vous avez fait un super boulot. Et ouais, c'était très, très enrichissant. Et ce qui était surtout particulièrement agréable, c'est qu'on était vraiment dans le respect, dans l'écoute et dans la bienveillance. Et ça, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a fourni un travail de qualité à ce point-là. Et d'ailleurs, le travail, vous avez pu normalement l'avoir en rentrant dans l'Agora des Savoirs. Donc c'est un avis qui a été formulé. Voilà, il est là, très joli en papier. Vous pouvez avoir aussi la version numérique. Et donc à la fin, il y a 8 thématiques qui ont fait, on va dire, l'unanimité des 40 citoyens. Alors sans nous présenter en détail les 8 thématiques, quelles sont un peu les préconisations, les recommandations qui vous tiennent le plus à cœur ? On a chacun, en fait, même si tous les sujets qu'on aborde justement dans cette convention citoyenne et dans la vie qu'on a rendue sont importants, on a bien sûr chacun nos préférences dans ces thématiques-là. Personnellement, les thématiques moi, qui ont vraiment résonné, ça va être la frugalité, tout simplement, la réutilisation de ressources. C'est quelque chose quand même d'important aujourd'hui. Donc on a des modèles d'IA en France qui existent, comme on a pu l'apprendre grâce aux experts en fait, qui sont intervenus lors de cette convention citoyenne. Et c'est possible de réutiliser ces modèles-là dans le cadre des fonctions de la métropole. La deuxième thématique qui me tenait à cœur... Juste pour, mais juste pour la frugalité, c'est vraiment l'idée que les modèles d'IA doivent dépenser peu de ressources au final, que le bilan en termes de ressources soit vraiment, on va dire, un bilan carbone plutôt nul, quoi, ou quasiment nul. Globalement, c'est l'idée. C'est tout simplement justement réussir à ce qu'une IA qu'on utilise dans un domaine, je vais prendre justement l'exemple d'une commune qui a utilisé une intelligence artificielle pour détecter une fuite d'eau. Okay. Cette intelligence artificielle, je n'ai plus les chiffres en tête exactement, ça fait quand même un petit moment, mais elle a réussi à faire en sorte justement d'économiser énormément de ressources en eau. Et c'est ce genre d'intelligence artificielle en fait, dont on parle quand on parle de frugalité. C'est-à-dire ce n'est pas une intelligence artificielle qui va justement être plus... comment je pourrais dire qui va dépenser plus dans son développement qu'elle ne va faire économiser. Oui, ok. Et donc la deuxième thématique Et la deuxième thématique, ce serait la transparence. Pouvoir savoir que tout à chacun, quand une intelligence est utilisée, que ce soit pour un visuel, que ce soit pour une vidéo, peu importe l'utilisation, mais que justement chaque personne soit capable de savoir si cette intelligence artificielle a été utilisée ou si c'est quelqu'un justement de réel derrière ce travail. Très bien. Moi, je pense qu'il y a les 2 points que j'aimerais aussi qu'on relève, ce serait donc l'humanisation. C'est hyper important, surtout quand on parle de l'IA au sein du territoire et de la métropole. C'est que le but, c'est pas qu'on remplace les gens par des intelligences artificielles, mais au contraire qu'on facilite le travail de toutes ces personnes qui vont bénéficier en fait de cet outil. Mais surtout, on veut vraiment dans la vie, c'est ce qu'on a marqué, on veut s'assurer qu'il y ait toujours un humain derrière l'IA, qu'il y ait toujours la possibilité de parler à une vraie personne physique et pas juste un robot qui va répondre des trucs automatisés. Donc ça, pour le coup, c'est un point qui est très important, je pense, pour aussi les autres qui ont participé à la convention. Et il y en a quelques-uns dans le public qui sont présents. Et le deuxième point, c'est
J'ai oublié mon mot maintenant. Le comité d'éthique, je suis désolée. Ouais, le comité d'éthique, donc on a suggéré dans notre avis qu'on ait un comité d'éthique qui soit mis en place pour discuter justement de certaines problématiques qui peut avoir... Parce qu'on a eu des sujets, par exemple, où il y a eu des débats et on n'a pas réussi à être complètement fixé dessus. Là, ça serait vraiment important pour nous qu'il y ait un comité d'éthique qui rentre en place pour s'assurer que les choses soient respectées correctement, en fait. Donc ça veut dire pour valider des IA qui seraient utilisées par la métropole, c'est ça? Ouais. C'est ça, valider ou même tout simplement trouver un commun accord. Donc vraiment essayer qu'on tombe tous d'accord sur la manière d'utiliser une IA au sein de la métropole. Très bien. Et je me permets une dernière et toute petite question avant de démarrer la discussion de ce soir autour toujours des intelligences artificielles. Est-ce que quand même il y a eu des points de désaccord, des points, je dirais, où vous avez vu vraiment que cela faisait débat et que tout le monde n'avait pas un consensus sur une thématique? Effectivement, il y a des points qui ont fait débat. Chacun, donc, comme je disais au début, est arrivé avec ses propres idées et avec ce qu'il pensait de l'IA. Là, actuellement, celui qui me vient en tête, ça va être concernant la cybersécurité, enfin la sécurité en général et la reconnaissance faciale. Donc, l'utilisation de l'IA dans le cadre de la reconnaissance faciale. C'est vraiment un des points aussi qui a fait débat. Tout le monde n'était pas d'accord. Je pense que beaucoup dans le public aussi auront chacun leur idée concernant ça. Maintenant, en fait, on a réussi à trouver un accord dans le désaccord, c'est-à-dire même si chacun avait son opinion, on a réussi à en discuter et on a réussi à faire un travail dessus. Voilà, tout simplement. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On peut applaudir vous deux et les 40 citoyens qui ont participé. Et nous allons commencer le sujet de la soirée, le grand sujet de la soirée, donc l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une nouvelle composante de la démocratie et de notre rapport à l'information? Je vais inviter donc Asma Mala à me rejoindre donc sur la scène. Et je vais devoir vous annoncer une mauvaise nouvelle. Malheureusement, nous avons des moyens techniques grâce à la visio et malheureusement, Cédric Villani, pour des contraintes professionnelles, ne pouvait pas être ce soir avec nous. Et donc, nous allons le retrouver donc en distanciel, mais je crois que vous l'avez vu un peu subrepticement, c'est ça? Oui, il est apparu sur l'écran. Donc, je vais aussi juste indiquer, avant de présenter nos deux intervenants, que durant la soirée, de temps en temps, sur cet écran, vous allez voir des plumes nomades. Alors ça peut vous paraître un peu étrange, hein. Qu'est-ce que c'est une plume nomade? Alors ça va être des petits croquis à l'aquarelle et à l'encre de Chine qui représenteront certains points névralgiques, je dirais, de la soirée. Voilà, typiquement, en voici un. Donc ça sera des résumés, une facilitation graphique pour exprimer donc des points qui sont particulièrement importants durant cette soirée. Voilà, et c'est réalisé donc par Sylvaine Génie qui est juste derrière et on l'en remercie. Je vais donc maintenant présenter nos intervenantes. Je vais commencer par Asma Mala. Donc vous êtes spécialiste des enjeux géopolitiques de la tech. Vous êtes membre du laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS. Vous enseignez à Sciences Po, à Polytechnique, à Columbia et vous conseillez les gouvernements et les institutions dans leur politique publique autour des technologies. Sur ces sujets, vous avez animé en 2023, donc l'année dernière, durant tout l'été, sur France Inter, une émission qui est très intéressante, et je vous conseille d'ailleurs le podcast qui est toujours disponible sur Radio France, Cyberpouvoir. Et vous êtes autrice, bien sûr, du très récent Technopolitique, comment les nouvelles technologies ont fait de nous des soldats, qui vient tout juste de paraître. Il est tout chaud, puisque c'était en février. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et alors, je ne sais pas si on va le voir sur l'écran, mais nous avons donc Cédric Villani, comme je vous l'annonçais,
Ah, voilà, il est là, en distanciel. Et alors, bon, je vais vous présenter, mais je pense que toutes les personnes ici dans la salle le connaissent très bien, mais je vais vous le présenter. Je vais faire une présentation, bien sûr, qui sera non exhaustive, présentation courte et synthétique. Vous êtes Cédric Villani, mathématicien. Vos travaux ont été couronnés en 2010 par la médaille Fields. Et après avoir dirigé l'Institut Henri Poincaré, vous devenez député de 2017 à 2022. Vous consacrez également de manière très importante à la vulgarisation scientifique, alors bien sûr à travers la réalisation de nombreuses conférences, mais aussi par la publication de livres. Je vais en citer 2, Théorème vivant et Les mathématiques sont la poésie des sciences. Et en 2017, vous avez été chargé d'une mission parlementaire de 6 mois sur la rédaction d'un rapport de préparation à la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Et c'est bien sûr le sujet de ce soir, vous l'aurez compris. Merci et bonsoir Cédric Villani. Je vais commencer par une première question par rapport à la Convention citoyenne sur l'intelligence artificielle de la métropole de Montpellier. Donc c'est la première au niveau à l'échelon français. Selon vous, est-ce qu'il en faudrait d'autres? Est-ce qu'il faudrait que ça se démocratise, ce type de dispositif, des conventions citoyennes à l'échelle de métropole? Et je vais faire aussi une deuxième question par là même, sur l'échelon national. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une convention citoyenne, un peu comme la Convention sur le climat, autour des intelligences artificielles? Alors, pour moi, pour Asma, ouais. Allez, oui. D'abord, la convention, en un sens, ou le débat national sur l'intelligence artificielle, c'est un peu ce qu'on a eu à l'occasion de la mission parlementaire qui m'avait été confiée. Une des particularités de cette mission, c'est qu'elle avait été faite avec beaucoup de publicité pendant le cours de la mission, ce qui n'est pas habituel pour une mission parlementaire. Ça avait été fait avec l'aval du gouvernement qui, d'habitude, quel que soit le gouvernement, cherche à prendre les lumières sur l'occasion des missions qui est confiée aux parlementaires, mais qui, en l'occurrence, avait laissé bien la lumière se faire sur le travail parlementaire. Et ça avait été l'occasion d'un vrai débat avec des articles de presse, des couvertures, des médias nationaux, et ça avait été fait très bien. Ça avait participé au succès de la mission à l'époque. Il y avait beaucoup plus de débats à cette époque-là que d'ailleurs pour la mission qui vient de s'effectuer sous l'égide de Anne Bouvreau et qui a rendu des conclusions il y a quelques semaines sur la stratégie nationale d'intelligence artificielle à venir. Donc, à cette époque-là, il y avait eu à l'échelle nationale du débat. Maintenant, l'une des choses que j'ai loupées en 2018, c'est la nécessité d'avoir des débats locaux un peu partout sur le thème, tant il est vrai que l'intelligence artificielle est un sujet dont on doit se saisir, qui doit faire l'objet de débats, de manipulations, de discussions et ainsi de suite, de sorte qu'on se forge des opinions sur un objet et des problématiques qui sont avant tout culturelles et politiques, plus que techniques. Asma, peut-être une réaction? Donc la question c'était est-ce qu'il faut avoir des conventions citoyennes sur la question de l'intelligence artificielle? Et ma réponse va être très simple. La réponse est donc oui. Parce que dire non, ce serait un tout petit peu bizarre et à contre-courant. Après, il y a la question de, c'est ce que disait à l'instant Cédric de façon extrêmement juste, et je ne peux que abonder dans son sens. C'est pas tant de se dire qui va bidouiller l'algorithme qui est derrière, on saura toujours le faire, mais c'est de se plutôt poser la question du projet, c'est-à-dire en fait quel est notre projet, c'est-à-dire en fait l'intention politique qui est derrière, ou plus exactement l'intention collective. Dans le champ de l'intelligence artificielle, qui d'ailleurs est un mot qu'il faudrait et qu'on va peut-être déconstruire en soi, il y a un sujet peut-être qui n'est pas familier pour tout le monde, qui s'appelle l'alignement. L'alignement, c'est de se dire, quand vous êtes un concepteur d'une IA donnée ou d'un système donné, comment est-ce que vous allez vous assurer techniquement qu'en fait, la création technique, votre créature même peut-être technique, à la fin, en fait, obéit à la vision
à l'intention que vous en aviez initialement. La difficulté qu'on a avec l'IA, et je réponds sur la Convention citoyenne, je m'aperçois que je commence à faire des enchevêtrements bizarres, mais à la question de... Mais vous verrez que ça a un sens. À la question donc de l'alignement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur les grands systèmes, disons, d'intelligence artificielle, en particulier générative, ce sont essentiellement des boîtes privées et parfois incarnées par des individus qui ont, eux, des visions du monde extrêmement claires dans leur tête, en tout cas. Donc l'alignement, c'est ça. Alors, faire des conventions citoyennes, quelle que soit l'échelle, est fondamental. Pourquoi ? Parce que c'est la question de l'alignement, non pas d'un outil sur quelques technologues de la Silicon Valley ou ailleurs, mais c'est l'alignement d'un outil donné sur un projet de société qu'on peut discuter, débattre et en fait, plus exactement, construire ensemble. C'est en fait la technologie, oui d'accord, mais pourquoi faire ? Et la sortir de sa doxa dominante, actuelle en tout cas, qui est l'innovation pour l'innovation. Une espèce de truc de hamster dans sa roue, là, sans fin. Donc c'est en ce sens que c'est extrêmement important pour en fait créer du lien, créer peut-être un projet, s'approprier des outils qui peuvent être réputés techniques et rébarbatifs. Donc tout ça est fondamental et c'est ce que disaient les deux personnes qui étaient sur scène juste avant. Après, et je terminerai là-dessus, il y a la difficulté de l'échelle. Ce que vous pouvez faire à échelle locale, en fait, peut être beaucoup plus compliqué à échelle nationale. Et l'ensemble des conventions citoyennes hors sujet technique ou technologique qu'on a eu récemment ne sont pas forcément des francs succès quand vous élargissez l'échelle. Donc, la bonne nouvelle pour vous, c'est que c'était la bonne dimension. Est-ce qu'on saurait industrialiser ça ou le massifier ? Je ne sais pas. Dans votre ouvrage, vous parlez à un moment donné de big citizen. C'est ce terme-là que vous employez. Alors, pour revenir peut-être sur votre ouvrage, donc technopolitique, il y a ce terme qui est, je trouve, très intéressant, technopolitique, qui revient un peu, qui est un peu au terme de technoscience de Gilbert Ottois, du philosophe Gilbert Ottois. Et c'est vrai que Gilbert Ottois, quand on l'interviewait sur technoscience... Vous connaissez Gilbert Ottois déjà ? Eh ben, je connais Gilbert Ottois, mais je fais un peu de philosophie. C'est incroyable, parce que si vous êtes le premier. Ah bah écoutez, très bien. Alors j'ai une petite tendance, je suis chercheur en philosophie, donc effectivement Gilbert Ottois de m'est familier. Je ne suis pas sûr. Dans la salle, qui connaît Gilbert Ottois ? Qui connaît Gilbert Ottois ? Ça, c'est bien, ça. Ah, quand même. S'il y a 2, 3, 4 personnes. Oh, c'est génial. Ouais, c'est génial. Et ben, écoutez, on va vous parler de Gilbert Ottois. Technoscience, quand on l'interviewait, quand on l'interrogeait, Gilbert Ottois, il disait qu'il avait choisi ce terme parce que la technologie, était diriger la science. Est-ce que technopolitique, dans ce terme-là, dans ce sens-là, puisque c'est un terme que vous reprenez d'autres études, est-ce que c'est aussi dans cette optique-là que vous l'avez choisi comme titre de votre ouvrage ? Alors il se trouve qu'en plus je fais référence à Gilbert Ottois, je crois 2 fois, à 2 reprises dans Technopolitique. Technopolitique, c'est davantage l'idée, l'intention en tout cas, de souligner tous les enjeux politiques, démocratiques, mais aussi géopolitiques, qui sont sous-tendus par la question technologique. Et en fait, j'avais davantage, vraiment pour ça, Heidegger, qui disait, mais en fait, l'essence de la technique n'est pas technique. L'essence de la technique est anthropologique et donc en fait politique. Et c'est vraiment cette intention-là qui était de dire attention, ce n'est pas parce que le sujet peut sembler technique qu'en fait il n'est pas politique et c'est même l'inverse, il l'est fondamentalement. Après, charge à nous de définir ce qu'on entend par la chose politique. C'est-à-dire, si on entre un tout petit peu plus dans le détail, qu'est-ce que ça signifie ? La technologie, à quel but ? Dans quelle intention ? Au service de quoi ? De quel commun ? Il y a des projets, par exemple, de villes intelligentes qui sont très intéressants, avec lesquels on pourrait faire le lien, parce que j'ai en tête, c'est pas Montpellier, mais c'est La Rochelle, l'agglomération de La Rochelle, et qui en fait avait monté ce projet de Smart City, de ville augmentée ou de ville intelligente, et qui avait comme objectif un territoire zéro carbone à 2040. Ça, c'est l'intention. Après, et à partir de là, vous avez tous les systèmes d'IA qui vont aller capter des données, rationaliser les consommations énergétiques des utilisateurs, des privés, des industries, peu importe. Mais tout d'un coup, vous voyez qu'en changeant le regard et l'intention, vous changez le projet. Et c'est ça qui est fondamental à avoir en tête, c'est la techno pour quoi faire. Et donc l'intention politique était une intention climatique, un territoire zéro carbone. Et à partir de là, quand on rétropédale dans le bon sens, à ce moment-là, vous pouvez vous dire je vais utiliser tel ou tel système algorithmique pour tel ou tel usage. Et ça devient
tout d'un coup beaucoup plus intéressant comme conversation collective à avoir. Et la dernière chose sur ce projet-là que j'ai en tête, c'est qu'ils avaient aussi toute la dimension de souveraineté technologique, puisqu'ils avaient demandé, mais vraiment de façon extrêmement claire et assumée, de n'avoir aucun acteur américain, par exemple. Donc, ça nous forçait à travailler avec l'écosystème d'innovation locale, les startups locales. Je me souviens que les data à l'époque étaient d'ailleurs hébergés à la fac de La Rochelle. Au début, dans un premier temps, au moment du démarrage, avant que ça monte à l'échelle. Et donc, c'est vraiment remettre les choses à leur juste place. Et ça, c'est absolument fondamental, juste de le comprendre comme citoyen. Et donc, ça suppose aussi que chacun a sa place dans cette discussion-là. Et dans le cas de La Rochelle, il y a eu aussi en amont des conventions citoyennes. Cédric Villani, par rapport à la réponse d'Asma, et notamment sur cet humain qui est derrière la technologie, derrière les intelligences artificielles, vous l'avez un peu indiqué dans votre réponse de tout à l'heure, c'est hyper important de se poser cette question de qui est derrière le projet, l'intention politique qui se place à l'intérieur de l'intelligence artificielle. La réponse d'Asma était parfaite. Ouais, la réponse d'Asma était parfaite. Le clé du sujet, la question est politique. Et à l'échelle de la Convention citoyenne pour l'IA à Montpellier, on a vu, dans le temps du débat, le focus se déplacer d'un focus très technique à un focus de projet, de société. Et cette transposition, le fait de passer de l'outil à l'intention, c'est quelque chose qui a besoin d'être fait sans arrêt. Dans les débats, dans les discussions, quand on dit est-ce que le réseau de neurones va faire ceci ou cela, la bonne question d'habitude, c'est pas est-ce que le réseau de neurones va faire ceci ou cela, c'est est-ce que on utilise la technologie pour favoriser, je sais pas, la détection précoce de cancer ou le meilleur service public ou les meilleures relations entre usagers, etc., etc. On voit que pour prendre un autre exemple, la réglementation européenne, le AI Act a été tiraillé entre la volonté de vouloir surveiller davantage les technologies qui semblent moins sûres, qui sont plus expérimentales, sur lesquelles on a moins de garanties, et le fait qu'à la fin, il faut être d'autant plus responsable que l'enjeu, que le but, que l'objectif est plus ou moins important, etc. À la fin, ce qui sort, c'est un compromis entre les deux qui est pas mauvais, même si on sait qu'à un moment, dans certaines versions antérieures, il y avait une tentation, comme souvent, de vouloir plus se focaliser sur l'aspect technologique, et ça, c'est la mauvaise façon de voir les choses. Et ça a été un de mes leitmotifs au cours de ces dernières années, de répéter sans arrêt les problèmes technologiques, on arrive toujours à les résoudre. Si c'est soluble, techniquement, il y a toujours quelqu'un qui va réussir à le résoudre. Les problèmes politiques, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et c'est là que sont les décisions collectives à prendre, et c'est là que sont les arbitrages, c'est là qu'il doit y avoir les personnes responsables. La personne responsable n'est pas la personne qui programme, c'est la personne qui est chef politique, celle qui s'occupe de mettre en œuvre un projet de société avec un mandat donné par les citoyens, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'indiquaient les deux rapporteurs. L'humanisation, d'avoir un humain derrière les IA, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je peux rebondir ? Bien sûr. Pardon, c'était peut-être pas le canevas, mais je sais que dans ce que Cédric, tu as pu dire... il y a souvent, d'ailleurs régulièrement, il y a quelque chose moi qui m'intéresse beaucoup, et tu l'évoquais même à l'instant. C'est en fait, encore une fois, c'est toujours se dire vraiment pourquoi faire en trois mots. Et la technologie, ou en tout cas, je préfère le mot outil technique, peut être, en fait, je ne peux pas dire que c'est ni bien ni mal, parce qu'ils encapsulent toujours une vision des valeurs, mais vous pouvez le mettre au service d'autres choses, la question climatique, les IA médicales, les diagnostics de diverses pathologies. On pense immédiatement au cancer, mais pas que. Et donc, c'est toujours se dire quels sont nos grands défis. Un des grands défis qu'on aura, qui est incraquable par exemple par l'IA, je crois, c'est la question des inégalités, l'explosion des inégalités à échelle nationale, les surpolarisations, mais aussi à échelle globale. Et donc, c'est toujours se dire quel est le problème que j'ai besoin de résoudre, et après se dire quelles sont les solutions
qu'on apporte. Et là où Cédric a parfaitement raison, c'est que la technique n'est qu'une des réponses, n'est qu'un des facteurs de la réponse globale qui est forcément toujours multifactorielle. Toujours. Et sur la question de l'humain, mais en fait, l'IA, c'est toujours présenté comme un truc un peu magique. Vous savez, c'est cette un peu croyance, d'ailleurs vachement colportée par les médias, beaucoup, sur... et par la Silicon Valley aussi, mais avec qui, ce côté ramène. magique. Oui, non, mais tout ça est parfois un continuum, mais qui pose cette croyance un peu du solutionnisme technologique, d'une croyance un peu scientiste, que tout d'un coup, vous allez avoir une IA pour une autre IA, et donc, mais en fait, non, quand vous décortiquez un tout petit peu, et là, je vais très vite m'arrêter parce que je vais sortir de mon champ de compétences, mais quand vous décortiquez la chaîne de valeur d'une IA donnée, vous n'avez de l'homme au sens de l'humain, mais vraiment de bout en bout de la chaîne, du concepteur technologue aux ingénieurs, aux petites mains qui sont au Cambodge, au Kenya, qui vont en fait vraiment alimenter, éduquer aux filtres éthiques, moraux, etc. Par exemple, j'ai en tête ChatGPT. Donc en fait, l'utilisateur, vraiment, à la fin des fins et à la toute fin de l'usage. Donc en réalité, derrière une IA donnée, vous avez de l'humain, mais vraiment de bout en bout de la chaîne, en réalité. Dans un interview à l'Hebdo 1, Hebdo le 1, pardon, vous avez dit, Asma Mala, la Silicon Valley, c'est la privatisation de notre avenir commun. On le retrouve un peu enfin un peu beaucoup même, dans votre livre. Est-ce que finalement les big tech, donc Amazon, Google, etc., mettent en jeu un peu notre démocratie, mais surtout sont maintenant des États dans l'État? Est-ce qu'on peut dire que ça devient un État à part, en fait? Non, alors moi, je sais pas du tout, c'est en tout cas pas le pari que je prends, et c'est pas du tout ma thèse, et c'est pas la façon dont je comprends l'articulation de ces nouvelles formes de pouvoir, en tout cas les nouvelles distributions du pouvoir et de la puissance. Il y a deux choses que je pose dans Technopolitique, et puis après je m'arrête, et je donnerai peut-être la parole à Cédric là-dessus, parce que son point de vue peut être ultra intéressant sur cette question-là en particulier. Mais la première hypothèse que je pose dans Technopolitique et dans mon travail en général, c'est qu'en fait, que ce soit l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les implants Neuralink, peu importe, tout ça en fait est en train de mettre, si vous les mettez en lien, si vous les mettez en narration entre eux, en fait ça crée un système, ce que je vais appeler infrasystème parce qu'il fallait bien mettre des mots à un moment donné, mais en fait une infrastructure civilisationnelle socle à partir de laquelle se déploie, en fait, quand vous y pensez, quand on y pense, absolument tout le reste, c'est-à-dire le fait économique, le fait politique, le fait social, le fait militaire, le fait industriel. C'est très difficile aujourd'hui de faire sans ces technologies-là. Donc ça, c'est la première hypothèse de départ. Et puis la deuxième qui arrive très vite, c'est qu'on se rend compte que ces infras-là, qui sont en fait de nature publique, sont des entreprises privées qui les détiennent. Et en fait, si on continue à filtrer et à raisonner comme ça en pyramide inversée, on se rend compte qu'on peut les compter sur les doigts de deux mains. Donc ça va être Elon Musk et toute sa galaxie X-Corp. Je sais que Cédric Villani déteste ce nom-là. C'est Sam Altman et OpenAI, c'est Microsoft, c'est Google, c'est Meta, c'est aussi Palantir, mais c'est aussi des startups ultra spécialisées, très importantes, mais très inconnues du grand public, comme Anduril, par exemple. Et donc tout ça fonctionne en système. Et le problème, c'est que il y a parfois, pas toujours, mais parfois, une idéologie chez ces technologues-là. Et donc, particulière et parfois en patchwork. Donc, quand je parle de privatisation de notre avenir, c'est que les gars, en fait, ils ont une vision, pour la plupart, très claire de ce que doit être notre futur, mais simplement, à aucun moment il n'y a de débat, à aucun moment il n'y a de discussion, comme vous en avez eu sur les conventions citoyennes, et surtout, à aucun moment s'est posé la question des sources de légitimité. Quand vous êtes en démocratie, la source de légitimité d'un gouvernement, en fait, c'est les élections. Vous donnez mandat à des gens, et ils doivent, normalement, quand la démocratie fonctionne bien, rendre des comptes. Mais là, quel est le mandat que vous donnez? Quelle est la source de légitimité, au-delà des CGU, des conditions générales d'utilisation, sur lesquelles vous avez cliqué, parce que juste vous n'avez pas d'autre choix, ou juste parce que c'est très fastidieux, ou juste parce que c'est écrit en police 7. Oui, qu'on ne lit jamais. Jamais. Cédric, vous voulez réagir? Oui, je vais rebondir d'abord sur ce que disait Asma à la réponse d'avant, sur les inégalités. L'IA ne réduira pas les inégalités. Je veux dire, d'une part, ce ne sera pas sa tendance naturelle. Plein d'exemples montrent que c'est le contraire.
Et je me souviens d'un ministre du numérique d'un gouvernement asiatique qui me disait très précisément ces mots: AI is the greatest inequalizer ever, la plus grande machine à fabriquer des inégalités qu'on ait jamais faites. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une société qui se met à l'IA va voir ses inégalités s'accroître. Je veux dire par là que la réduction des inégalités, elle peut venir que d'une volonté politique d'agir là-dessus, et une volonté politique de l'humain d'utiliser l'outil pour faire ça. Il y a plein d'outils par lesquels vous pouvez aider les inégalités à se réduire à coup d'algorithmique. Ça peut être en faisant mieux connaître ses droits aux citoyens, ça peut être en luttant davantage contre l'évasion fiscale à coup de détection automatique, ça peut être en optimisation de tel et tel projet, etc. Il y a plein de projets, mais ils viendront pas d'eux-mêmes parce que vous adoptez la technologie, en aucun cas. Ils viendront seulement s'il y a une volonté politique avec un responsable bien nommé qui sera viré si le projet ne marche pas, dont le mandat est de dire, mandat citoyen, je veux par tous les moyens possibles, y compris les moyens technologiques, travailler au projet de société qui est la réduction des inégalités. Le deuxième sujet, les applications dans le domaine médical. Asma a cité le cancer, et de façon générale, en matière de science, c'est à coup sûr du côté médical que les applications les plus impressionnantes de l'IA se trouvent. Si j'ai pas pu être ici à Montpellier, c'est qu'il y a eu une collision entre deux événements publics auxquels je devais être, et l'autre qui était une conférence hier en Corse avec le professeur Dominique Barbolosi de l'université Aix-Marseille, précisément sur ce thème mathématiques et santé, dans lequel lui et moi décrivions pour le public des applications par dizaines, des exemples et des contre-exemples dans lesquels l'intelligence artificielle permet de résoudre des problèmes médicaux qui sont au-delà de ce que les humains savent faire sans ces outils. C'est du diagnostic amélioré, ce sont des méthodes de pronostic puissantes, ce sont de nouvelles thérapies, ce sont des préparations d'interventions chirurgicales, des vérifications pour avoir des données qui sont obtenues de façon plus rapide, moins invasive, plus sûre, des meilleurs taux de succès, et aussi des cas dans lesquels l'intelligence artificielle est peu performante et au contraire une petite modélisation, parfois avec une équation différentielle du second ordre non linéaire toute simple, permet de faire mieux ce que les intelligences artificielles font. Donc, à travers cette conférence, on montrait comment sur ce sujet qui est extrêmement empirique, la médecine, sujet qui est extrêmement multiparamétrique, sujet dans lequel les grands principes n'ont pas encore été bien trouvés, sujet dans lequel les biais humains sont considérables, on peut utiliser la technologie pour donner nos outils à nos médecins, à nos hôpitaux, etc. Et les inscrire dans un projet de santé. Il y a 10 ans, il y avait un discours ambiant venant de ces grands acteurs américains qu'évoquait Asma à l'instant. IBM clamait partout que Watson allait sauver la médecine dans le monde entier. Les médias s'extasiaient sur les performances de Google Flu, d'autres méthodes de Google pour détecter des épidémies, etc., etc. Mais maintenant, on voit bien que les acteurs qui développent l'intelligence artificielle au service de la médecine, ce sont les acteurs médicaux. Ce sont des grandes coopérations interdisciplinaires dans lesquelles des CHU sont impliqués, des entrepôts de données d'hôpitaux, des équipes médicales, des chercheurs de l'INRIA, de l'INSERM, des équipementiers médicaux, etc., etc. Et l'affaire est revenue dans le camp des spécialistes et des entreprises dans lesquelles la société, globalement, a donné mandat de s'occuper du problème de santé. Et quand ça arrive là-dessus, l'outil vraiment se positionne en serviteur de ces grands projets qui mettent les moyens et qui ont repris la main. Il faut pas croire, premièrement, que les grandes entreprises, les grandes gigantesques multinationales viendraient remplacer un concept d'État. C'est une vision qui est naïve et juste insupportable, je dirais même selon les principes de base de philosophie politique. Vous avez là des acteurs qui datent de 50 ans peut-être, qui ne sont pas du tout organisés ni d'une manière démocratique, ni d'une manière autoritaire, patinée par les années, dont la gestion a été ces derniers temps tellement chaotique que ça en a fait les gorges chaudes du monde entier. Pensez au feuilleton sur Sam Altman qui est démissionné de son propre conseil, réintégré ou on ne sait pas à la fin.
dont la communication semble tout entière tournée vers le buzz obtenu à n'importe quel moyen. Pensez à la communication de OpenAI il n'y a pas longtemps, dont le scientifique en chef disait « Je crains l'avenir où l'intelligence artificielle nous traitera comme des animaux ». Il est évidemment hors de question de confier un projet de société entre les mains d'acteurs aussi fantasques et aussi peu représentatifs. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut les boycotter, les blacklister, éviter tout avec lui, mais trouver les bonnes façons de procéder pour que chacun soit à sa place. Le puissant industriel entend qu'il puisse fournir une stratégie et une politique industrielle puissante, et l'État, en tant qu'il garantisse, ou la République en général, en tant qu'elle garantisse à ses citoyens la possibilité d'accomplir les fondamentaux dont ils ont besoin sans se retrouver inquiétés, enchaînés, terrorisés, dépendants. Alors, sur ce point, je trouve que l'hybridité entre État et Silicon Valley, on ne la voit pas forcément nous en tant que citoyens. Et ça, c'est sans doute, je pense, enfin, je crois que dans le livre, c'est assez bien souligné, dans votre livre, c'est un danger pour la démocratie en tant que telle, de ne pas forcément voir ces hybridités qui sont, je dirais, pas pour un citoyen, en tout cas, si facilement accessibles. Alors, non, l'hybridité, c'est sur la nature des big tech, c'est-à-dire ces géants technologiques qu'on a cités. Pourquoi une hybridité dans leur nature? Non pas sur ce qu'ils font d'abord, mais sur ce qu'ils sont dans leur essence, parce que ce sont des boîtes privées, vous l'avez compris, donc ils rendent compte à qui? Au marché ou à elles-mêmes quand elles sont sorties de la cote. Par exemple, X Twitter avec Elon Musk, qui rend des comptes qu'à lui-même à la fin. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas que ça. Elles sont aussi des entités géopolitiques. Microsoft en cyberdéfense aux côtés des armées ukrainiennes, Starlink en Ukraine, au Proche-Orient, en Iran, à un moment donné, il avait aussi cette volonté-là quand il y avait eu des manifestations il y a à peu près un an de ça, avec des agendas, c'est-à-dire on va lutter contre la déforestation, on va lutter contre la faim dans le monde, on va mettre à niveau l'Afrique. Et ce que disait très justement Cédric, c'est-à-dire qu'en fait, l'IA mise entre les mains de n'importe qui, n'importe quoi, est un amplificateur des inégalités, et sur ça va surfer en fait une partie de ces technologues, alors pas tous, mais qui vont eux dire que leurs outils, leurs techniques, toujours dans cette vision solutionniste, est une réponse à peu près tous les malheurs du monde. C'est un piège rhétorique, si vous voulez, donc qu'il faut absolument avoir en tête pour ne pas le gober tout cru. Ça, c'est la première chose. Donc l'hybridité, c'est d'abord ce qu'elles sont. Elles sont aussi des entités idéologiques. Ils ont Elon Musk, ou dans un autre style Sam Altman, ou dans un troisième style Peter Thiel, mais tous ont un point commun, c'est une espèce de détestation de ce qu'est la démocratie. Et en fait, un Peter Thiel, qui est le patron de Palantir, a des écrits qu'il assume parfaitement, qui datent de 2009, où il explique en fait sa vision de la démocratie, héritée d'une philosophe américaine d'origine russe, libertarienne, qui s'appelle Ayn Rand, et qui explique très bien, d'ailleurs, que la démocratie pour lui, c'est la dictature de la médiocrité. Mais eux étant dans leur perception propre, des génies absolus, eh bien vous vous rendez bien compte que nous autres qui formons cette démocratie si médiocre et si moyenne, sommes donc un frein à leur innovation, à leur génie, à leur conquête du monde, mais en fait plus exactement de l'espace, l'univers et du temps, le futur. Donc c'est aussi ces entités idéologiques-là qu'il faut avoir en tête, et vous avez aujourd'hui une partie, pas toute, mais une partie de cette élite technologique qui penche de plus en plus vers l'alt-right américaine, avec une ambiguïté dans leur relation à l'État américain. Donc ça, l'hybridité, c'est sur la nature des géants technologiques. Après, sur leur rapport aux États, tout dépend de quel État on parle. Par rapport à leur État référent, quand on parle des big tech américains, vous avez une logique un peu différente et en même temps un peu similaire, paradoxalement, en Chine. Mais quand on reste du côté un peu occidental de l'analyse, les géants technologiques américains ont un rapport extrêmement ambivalent de codépendance, disons, avec leur État référent, qui sont les États-Unis. Sur le champ défense régalien sécuritaire, c'est plutôt des coopérations et des collaborations. Un des principaux marchés aujourd'hui des acteurs que je viens de citer, c'est d'abord des commandes publiques par le Pentagone ou la NASA. D'accord ? Donc ce sont d'abord ça. Et
en fait, l'histoire d'Internet, si on remonte encore, et même en fait de l'intelligence artificielle, est très adossée au financement de la DARPA, qui est en fait l'agence de rupture ou d'innovation de rupture du Pentagone. Donc ça, c'est le deuxième élément de réponse. Et troisième et dernier élément de réponse, je parle d'une ambivalence de leurs relations, et à aucun moment les big tech ne sont ou ne seront des États parallèles ou de je ne sais quoi. Non, en fait, il y a une ambivalence, donc coopération sur des marchés, sécuritaire défense, on va dire, et puis en même temps une relation beaucoup plus adversaire, frontale, conflictuelle sur les questions de désinformation, de liberté d'expression, donc des réseaux sociaux. Par exemple, là, il y a un nombre incalculable de procès à l'encontre de Meta, de Google, de Twitter, soit par des États, soit par des class actions, qui en fait posent la question de leur responsabilité. Aux États-Unis, c'est très compliqué parce que vous avez le premier amendement de la Constitution qui est renforcé par un texte qui s'appelle la section 230 et qui exonère ces plateformes ou les métaplateformes de toute responsabilité par rapport à leur politique de modération. Mais la question de qu'est-ce que la liberté d'expression au XXIe siècle, à l'heure et à l'ère des réseaux sociaux, notamment aux États-Unis, se pose. Et en plus, avec une acception extrêmement différente en Europe, qui pose donc une autre question, en poupée russe, si vous voulez, qui est la question de la souveraineté. Et je ne dis même pas la souveraineté technologique, la souveraineté tout court. Donc, c'est un peu toutes ces questions-là qui se posent. Et donc, ce que moi, je souligne, c'est plutôt l'ambivalence des relations, de codépendance et sur certains sujets de conflits juridiques. Et je terminerai juste sur l'antitrust américain, la FTC, qui est dirigée aujourd'hui par Lina Khan et qui est plutôt extrêmement virulente contre disons, le modèle quasi monopolistique de ces géants technologiques dans leur modèle d'affaires, leur modèle économique. Et l'antitrust est suffisant pour... Non. Elle se plaint elle-même, d'ailleurs c'est assez sidérant, c'est-à-dire que il y a eu une interview de Lina Khan il y a un an de ça, où elle expliquait qu'en fait elle avait énormément de cas qui s'amoncelaient de procédures qui s'amoncelaient sur son bureau, et qu'en fait c'est assez marrant, mais même la première puissance mondiale, notamment technologique, n'est aujourd'hui pas outillée en termes de ressources, de compétences, juste d'humains pour traiter l'ensemble des cas. Mais elle est extrême, elle est, comme on dirait en France, elle est à la tâche. Cédric, est-ce que vous voulez réagir par rapport à tout ce que vient de dire Asma Mala ? Je vais rajouter une autre dimension, enfin réinsister sur la question information. Nous sommes aujourd'hui dans ce que certains ont qualifié de société de l'information. On peut discuter, débattre, parce qu'à la fin des fins, notre survie dépend toujours de processus physiques, biologiques, agriculture, etc. Mais une grande partie du débat et une grande partie de la valeur ajoutée dans nos économies s'est placée sur la question de l'information. C'est une prédiction qui avait été faite de façon fameuse par Claude Shannon, le père de la théorie de l'information au début de l'après-guerre, et que nous allions évoluer vers une société dans laquelle l'essentiel des métiers à haute valeur ajoutée, l'essentiel des opérations critiques consisterait à mettre ensemble de l'information, à la transmettre, à la processer, à la mettre en œuvre, à faire des calculs, etc. Et il y a eu ce mouvement continu de développement de la société de l'information qui s'est fait depuis les années 50 à maintenant, avec des apparitions progressives, de calculs de plus en plus performants, de grandes bases de données, d'échanges, de réseaux, l'intelligence artificielle dans son gros s'appuyant sur ces infrastructures que sont ces bases communes d'information pour épuiser des références statistiques. À ces informations sont associées aujourd'hui plus que jamais des notions de pouvoir et de puissance, des notions d'argent. Et il y a l'importance d'être bien placé sur ces questions d'information se reflète dans les montants phénoménaux qui sont dépensés dans les campagnes publicitaires, dans les campagnes de lobbying, dans les campagnes politiques. Dans son grand classique, Les marchands de doute, dans leur grand classique, Naomi Oreskes et Eric Conway, qui analysent les grands mouvements des gigantesques lobbying mis en œuvre au cours des dernières décennies par de grands acteurs privés pour contrer les évolutions publiques du style régulation contre le changement climatique, régulation contre la consommation de tabac, régulation contre les pollutions, etc., font des analyses, par exemple, budgétaires. On estime que le budget de l'ensemble des acteurs de type think tank, fondations, etc., aux Amériques conservateurs
dont le boulot est de répandre autant que possible du bruit, des enquêtes, des opinions qui empêchent les changements de se faire dans la bonne direction, est de l'ordre du milliard annuel, à comparer avec le pauvre budget de communication d'un GIEC, par exemple, dont l'ensemble du budget, fonctionnement et communication compris, se compte en quelques millions par an. On a 2 à 3 ordres de grandeur de différence entre l'un et l'autre. Et les grands acteurs, tous les grands acteurs ont conscience que cette information, aujourd'hui, elle est associée à la puissance, elle se monnaie, elle vaut de l'or, littéralement, en un certain sens, et elle fait partie de l'ensemble du projet. Ça vaut aussi pour les puissances étatiques dans le jeu géopolitique. Des acteurs comme la Russie, la Chine et d'autres passent un certain temps à envoyer de fausses informations, à faire des cyberattaques sur certaines de nos structures vitales. Ça peut être des hôpitaux, ça peut être des systèmes de transport, ça peut être ce que vous voulez, et à s'occuper de déstabiliser le réseau d'information aussi dans un but politique. Et d'ailleurs, il y a un très très bon documentaire, je vous conseille, La Fabrique du doute sur Arte, qui a été diffusé il y a quelques mois maintenant. Et alors, je ne sais pas si on peut le retrouver en replay, mais il est vraiment très très intéressant. Ça me fait surgir une question, et puis le deuxième partie de notre sujet qui vient naturellement, le rapport à l'information, notre rapport à l'information, notamment dans ces contextes d'IA générative qui effectivement sont très puissantes pour créer du doute, pour créer des fausses informations et manipuler nos opinions. Alors comment, à l'échelle du citoyen, peut-on faire, je dirais, pour résister justement à cette manipulation? Et je rajouterais même une autre question pour un peu retourner le problème aussi. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'intelligence artificielle, et est-ce qu'on peut utiliser les intelligences artificielles pour nous aider dans cette lutte contre donc la désinformation? Alors Cédric, Asma. J'entame si vous voulez. Premier, je commencerai par la deuxième partie de la question. La réponse est oui. On peut utiliser les intelligences artificielles pour contrer la désinformation. Ça peut être à travers de l'information, à travers des éléments de contexte, à travers le renforcement de certains projets d'information très bien documentés, à travers des agents conversationnels, etc. Ce que vous voulez. Mais bien toujours se souvenir, on est là bien souvent dans des rapports de puissance qui sont disproportionnés. Entre l'acteur, prenez toute l'industrie dépendant de près ou de loin du pétrole qui va avoir intérêt à ce que le monde continue à extraire du pétrole, d'un côté. Et de l'autre côté, prenez les acteurs, le GIEC, les quelques ONG, les quelques associations, les mouvements qui essayent de contrer cela. La disproportion de moyens est juste considérable. C'est un phénomène général et assez naturel. Le puissant qui ne veut pas que les choses changent a davantage de moyens et d'opportunités pour utiliser la technologie. La technologie se met au service de l'un et de l'autre, mais l'autre ayant beaucoup plus de moyens va avoir bien sûr un avantage, sauf si le régulateur s'en mêle. Et ça demande du courage politique, résistance aux pressions, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous avons des phénomènes humains extrêmement puissants qui ont été depuis longtemps étudiés par les spécialistes des biais cognitifs sur le fait d'aller naturellement croire certains types d'informations, d'être attiré par les contenus qui sont fondés sur le scandale, la violence et tout ce que vous voulez, qui rendent les choses extrêmement difficiles. Tout à l'heure, Asma disait la technologie n'est pas neutre. Rappelez, bien sûr, la technologie n'est pas neutre parce qu'elle vient en interaction avec nous qui avons nos biais et qui allons les favoriser par rapport à tel ou tel. Le fait, par exemple, que la mise en œuvre des réseaux numériques, la mise en œuvre des échanges à distance soit associée bien souvent à des phénomènes tels que des échanges violents, de la polarisation des extrêmes, etc., qui est disséqué par exemple par un chercheur comme David Chavalarias, c'est en partie dû aux algorithmes d'intelligence artificielle qui vont favoriser les contenus qui génèrent plus d'attention, plus de buzz, etc., mais pas que. Et les vétérans se souviennent, pour avoir testé les forums des années 90 quand ils apparaissaient, qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout d'algorithme et d'IA, ça menait déjà
à des clashs et des grandes polarisations. Il y a des phénomènes biologiques aussi dans la façon dont nous emparons de ces outils. Ça, c'est pour le sujet sur votre deuxième partie de votre question. Et par rapport à la première, je vais juste rappeler une anecdote que je rappelle souvent qui m'est revenue assez récemment, en vrai, quand tout le débat est venu sur les deepfakes, sur la déstabilisation, la démocratie, la façon dont des acteurs utilisent ci ou ça pour propager de fausses nouvelles, que les premières personnes qui m'ont parlé de ça, les premières personnes qui m'ont sensibilisé à ça, c'était il y a 30 ans, des étudiants des arts déco. À l'occasion d'une soirée commune, une boom organisée entre des étudiants de Normal Sud, dans lesquels j'étais à l'époque président de BDE, et les étudiants des arts déco, juste dans la même rue, le trottoir d'à côté. Et moi, qui étais mathématicien et qui avait programmé l'algorithmique, bien sûr, bien plus qu'eux, j'écoutais eux me parlant de ce monde qui allait venir, où le progrès des algorithmes allait entraîner des problèmes, des menaces démocratiques, et je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. C'est un sujet sur lequel les personnes qui ont une bonne sensibilité, je dirais, sur la nature humaine, ça peut être un philosophe, ça peut être un artiste, ça peut être un spécialiste d'éthique, et parfois bien plus pertinent que le spécialiste même. Comme quoi, toujours aller dans les booms, parce que c'est là où il y a des révélations. C'est à moi? Non, mais j'adore l'anecdote, mais merci Cédric. Alors, parce que j'ai une anecdote beaucoup... Je pensais pas en parler, mais du coup, ça me fait penser à quelque chose. Je vais répondre rapidement, vraiment en 3 bullet points, on va dire, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Mais après, je vais vous raconter alors, c'est pas une anecdote, il n'y avait pas de boom, c'était beaucoup plus austère que ça, mais ça me fait penser à quelque chose. Bon, bref, j'arrête de ma théâtralité, j'y vais. Non, ce qu'on peut faire, c'est plusieurs choses. À niveau individuel, c'est déjà tout ce que vous faites, d'une certaine façon. Être là, essayer de comprendre, essayer de décrypter, essayer de ne pas rester étranger à votre monde. Comprendre, c'est déjà une prise de pouvoir et une reprise de contrôle en soi. Et ça, c'est fondamental. L'empowerment, pardon de le dire en très mauvais français, mais parce que je crois que la traduction, on ne s'est jamais mis d'accord sur... Ouais. Mais en tout cas, cette prise de conscience individuelle de ces enjeux-là, de ne pas rester en dehors de ça et de se les approprier, c'est fondamental. Après, il y a toute la question de ce qu'on va appeler, même maintenant, c'est un peu les nouveaux trucs de l'OTAN, c'est quels sont les nouveaux réflexes d'hygiène cognitive à avoir. Mais là où Cédric a aussi raison de le pointer, c'est que indépendamment de la question technologique, et ça c'est très important aussi de le dire, en fait, nous restons une civilisation avec, disons, en fait c'est Freud. Enfin, je ne pensais pas vous le dire comme ça, pardon, mais... Quoi, tout est lié à Freud? Non, en fait c'est Freud. C'est Eros et Thanatos, le truc. Et donc, à un moment donné, il va falloir qu'on choisisse un peu notre camp. Donc, soit on va finir par s'en mettre mais vraiment sur la tronche, et ça va être la guerre de tous contre tous, et c'est le retour de Hobbes. Et c'est un chemin absolument possible, parce que les technologies telles que gouvernées actuellement, les réseaux augmentés des IA génératives, qui elles-mêmes vont produire à très bas coût et de façon massive, en fait, les deepfakes, les audios, etc., parce que le nouveau truc maintenant, c'est juste la simulation de faux audios qui en fait sont encore beaucoup plus nocifs parce que vous n'avez plus toute la sophistication de l'image. Vous avez simplement à truquer la vidéo. On l'a vu récemment avec les élections indiennes. Modi, qui lui-même a utilisé des IA pour aller inonder ses électeurs avec des messages ultra personnalisés. Ou aux États-Unis, ou en Argentine, plus récemment. Donc ce que je veux vous dire, c'est que Freud, c'était quoi? Et qu'est-ce qu'il essayait de saisir et de mettre en équation, d'une certaine façon? C'est notre pulsion de vie, notre pulsion de mort. Et ça, pardon, mais c'est pas Elon Musk qui l'a inventé, je veux dire. Donc il faut aussi être un tout petit peu dans une forme d'autocritique, d'introspection, et de se dire qu'est-ce qu'on fout ensemble et est-ce qu'on a envie de continuer à être ensemble, à désirer construire quelque chose ensemble. C'est-à-dire donc restreindre nos pulsions de mort, de destruction et d'autodestruction parfois. Donc ça, c'est le deuxième élément de réponse. Pardon. Le troisième, c'est oui, vous avez toujours des outils techniques qui vont venir vous aider, mais qui ne seront pas la panacée, qui seront eux-mêmes parfaitement faillibles et contournables. Parce que ce qui est incroyable avec la technologie, mais vous l'avez compris, c'est que quand vous avez un outil qui arrive, tout d'un coup, vous avez son contre, disons, ou la génération d'après et son contournement. Donc ça va être un peu une espèce de course à l'échalote sans fin. Donc c'est utile, bien sûr. On le voit notamment dans les questions cyber, ça vous permet...
face à l'augmentation de la menace, d'avoir en fait des outils qui vont vous aider à identifier un peu plus vite, un peu plus rapidement cette même menace ou son évolution plus exactement. Donc oui, ça peut être intéressant, mais vous allez toujours garder à un moment donné quand même le jugement critique au final de l'humain quelque part. Et puis vous avez des possibilités aussi, alors maintenant davantage sur la question de la politique publique, de benchmarker, c'est-à-dire d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et il y a des pays qui ont vraiment planché sur ces questions-là. Je pense à la Finlande, qui a en fait très, disons, sujette aux campagnes de désinformation et de déstabilisation russe, notamment sur les réseaux sociaux, et qui a entrepris de reconstruire son récit commun, son récit national, j'allais dire, mais vraiment, c'est-à-dire avec un des meilleurs spécialistes de la question qui est américain et qui est professeur à Harvard, qui s'appelle Jed Willard, et donc ils se sont enfermés pendant plusieurs mois dans un bunker, ils se sont vraiment reconstruits ce qu'est être finlandais et pourquoi est-ce qu'on pouvait ou on devait être fier d'être finlandais. Et donc tout d'un coup, chaque citoyen devient aussi rempart d'une certaine façon, puisque chaque citoyen peut être la cible et qu'à un moment donné, toutes les solutions un peu verticales, du haut vers le bas, de l'État vers la société, vont avoir, sur ces questions-là en tout cas, très très vite leurs limites. On l'a vu pendant Stop Covid d'ailleurs. Pendant le Covid avec Stop Covid justement. Donc au Canada, ils ont eu d'autres approches qui sont hyper intéressantes et pas très coûteuses en termes de politique publique, de campagne de sensibilisation avec des relais d'influence, etc. auprès des jeunes. Donc il y a des choses qui se passent ailleurs, si tant est qu'on accepte de sortir, de déplacer un peu le regard, de sortir un peu de soi et de regarder un peu ce que font les copains et les camarades à droite et à gauche qui sont en fait en prise avec les mêmes enjeux et les mêmes difficultés. Et puis, je terminerai là-dessus en référence à la boum de Cédric. Il y a la semaine dernière, je crois, je faisais un débat avec un auteur de science-fiction qui s'appelle Benjamin Fogel, que vous connaissez ou pas, je ne sais pas, peu importe, mais que je vous invite en tout cas à découvrir très chaudement. Et donc dans le débat, on avait à peu près cette discussion-là en ces termes-là. Mais lui, et c'est ce que dit Cédric en fait, avait une autre sensibilité qui était une sensibilité d'auteur, de quelqu'un qui allait travailler une autre matière qui était celle de l'imagination, des perspectives, de construire d'autres mondes, d'autres alternatives. Et on était arrivé à la conclusion, incroyable, qu'en fait la nouvelle norme était le virtuel et que progressivement, possiblement, c'était le réel qui devenait le refuge, le lieu de la complexité, le lieu du lien, le lieu physique, au sens physique, comme on est là aujourd'hui ensemble, c'est-à-dire physiquement dans un même lieu. Ça pourrait être l'école, ça pourrait être l'université. Mais en fait, là où vous avez une transparence totale et absolue, en fait, c'est sur Internet. Vous ne mentez pas à Google globalement. Et puis vous lâchez, on produit, et je dis bien produire, en permanence des données personnelles, parfois ultra intimes, avec en plus une espèce d'indifférence croissante à la question de votre intimité, de la vie privée, etc. Et en même temps, si on se dit ça, si potentiellement la nouvelle norme, c'est ce qu'on lâche en fait sur ces plateformes-là, alors il ne faut surtout pas désinvestir le réel, qui en serait la contre-proposition. Le sous-titre du livre, donc de votre livre Asma Mala, c'est, je le prends, donc technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats. Et c'est vrai que finalement, j'ai été un peu interpellé par cette notion de soldat, de ce côté, vous en parlez, de guerre cognitive, et on en parlait là sur le rapport à l'information. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que nous devenions des soldats, ou est-ce que ça veut dire que déjà nous sommes des soldats et que finalement, en fait, on ne peut rien faire ? Pour répondre brièvement, le choc technologique, si vous voulez, sur lequel on passe énormément de temps collectivement à débattre, à discuter, et c'est heureux qu'on le fasse. Si on essaie de le décrire de façon un tout petit peu plus fine, c'est quoi ? C'est des technologies. En fait, on passe d'une démocratie de masse, le XXe siècle, à une démocratie d'hyper-personnalisation de masse, donc qui a cette capacité par ces technos-là à vous hyper-cibler, à vous micro-cibler. Le grand scandale de ça, c'était quand même Cambridge Analytica, mais en fait, plutôt qu'un scandale, c'était une espèce de point de départ à quelque chose qui allait se généraliser, en fait.
Avant ça, c'était Snowden. Donc, hyper-personnalisation de masse. Et c'est Hannah Arendt qui expliquait les risques démocratiques de ça. C'est-à-dire que dès l'instant où vous êtes un atome perdu dans la masse, c'est une espèce d'autoroute vers les totalitarismes. Parce que c'est la dislocation du lien, du commun, du collectif, du vivre ensemble, de faire société ou faire nation. Donc c'est un point de vigilance extrême. Regarder l'autre en permanence, maintenir un lien, une discussion, un débat. Aujourd'hui, par exemple, dans le paysage médiatique français, c'est très intéressant. On a une surpolarisation, donc vous avez des médias sur une partie du spectre, vous avez des médias qui ont une idéologie absolument inverse de l'autre côté du spectre, mais au milieu, il n'y a plus d'espace de débat où tous ces points de vue vont discuter et être articulés entre eux. Donc c'est extrêmement, disons, problématique du point de vue de la conversation démocratique. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce sont des technologies par nature dites duales, c'est-à-dire qu'elles sont souvent à la fois civiles et militaires. Un réseau social, n'importe lequel, hein, TikTok, Twitter, Insta, Snapchat, peu importe ce que vous utilisez ou ce que vous n'utilisez pas, ça peut être à la fois un outil ludique, pratique, sympa, vous allez scroller des vidéos sans fin, vous allez mettre votre photo de votre dîner de l'avant-veille, etc. Je suis la première à le faire. Et en même temps, ça peut être aussi des espaces d'influence, de guerre hybride, de lutte informationnelle. Et maintenant, en termes de doctrine, on parle en effet de guerre cognitive avec une extrême difficulté à attraper le concept, donc qui ne fait pas encore tout à fait consensus, mais c'est l'idée de dire que la lutte informationnelle va venir, si vous voulez, manipuler l'information, le contenu lui-même. Et donc on va derrière injecter et en le micro-ciblant vers les personnes qui vont être les plus susceptibles de les relayer et d'y croire pour créer en fait, la confusion, le chaos de l'intérieur. C'est forcément un peu toujours les mêmes, les groupes extrémistes, idéologiquement aux extrêmes, les conspirationnistes, les complotistes, bon, tout ça, qui vont être, disons, très sensibles à ces narratifs-là. Mais la guerre cognitive, c'est de dire qu'on va remonter encore d'un cran. C'est-à-dire qu'on va, ce qu'on appelle en termes de, disons, doctrine, entre guillemets, la guerre des perceptions. Ça se joue sur un temps extrêmement long, c'est évidemment des enjeux géopolitiques derrière et qui vont en fait au fur et à mesure transformer votre perception de quoi, de la démocratie, de l'État, du gouvernement, de la foi en l'avenir, dans ce pays, etc. Et ça se joue vraiment à bas bruit et de façon très longue. C'est en fait tout l'enjeu et toute la question qui se cristallise aujourd'hui autour de TikTok par exemple. Pas que, mais en l'occurrence, qui amène à la question de son interdiction potentielle aux États-Unis. Donc c'est un peu la guerre cognitive, c'est de dire en fait on remonte d'un cran cette guerre des perceptions pour aller à très bas bruit et sur du temps très long bouger vos perceptions individuelles et en travaillant quoi, c'est-à-dire en manipulant quoi, vos failles, vos biais. Et c'est un peu cette prise de conscience qu'il faut. Et donc quand je dis, ou quand le livre est sous-titré La technologie fait de nous des soldats, c'est avoir en tête que ce sont des technologies duales et que ce qui vous apparaît comme étant très sympa et très ludique ou tout à fait inoffensif peut tout d'un coup, et sans que vous le voyez parce que c'est absolument invisible et intangible, devenir une arme cyber-hybride ou de ces nouvelles conflictualités dites hybrides et qui en fait ont un objectif de déstabilisation et de cyber-déstabilisation des démocraties occidentales ou libérales ou en tout cas les nôtres. D'où le fait d'en prendre conscience. Est-ce que Cédric Villani, vous voulez réagir par rapport à ce que vient de dire Asma Mala ? Je vais juste évoquer une petite référence culturelle sympa sur le thème que l'espace virtuel, autrefois espace de protection dans lequel on pouvait se réfugier, est devenu au contraire l'espace dans lequel on est exposé à tous les vents, soumis à un regard panoptique, etc., était résumé par une jolie caricature. Dans le temps, dans les années 2000, une célèbre caricature montrait un chien en train de pianoter sur un ordinateur et la légende c'était « On the internet, nobody knows you're a dog ». Sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. Et 10 ans plus tard, le même caricaturiste ou quelqu'un qui a reproduit le même style l'a refait. Et vous voyez le chien qui regarde son écran stupéfait en disant « How did they figure out I am a dog ?» Comment ont-ils compris que j'étais un chien ? Très bien, merci. Merci pour cette petite référence culturelle. Je pense que nous allons passer maintenant à la partie qui va beaucoup nous intéresser, c'est vos questions, vos remarques par rapport à tout ce qui a été, ce qui a été dit.
Alors, le plus dur, c'est toujours la première question. Ça, c'est toujours difficile. Est-ce que déjà dans la salle, par main levée, il y a des questions? Bonjour, merci pour la qualité de vos interventions. Ma question, c'est face aux risques qui existent sur nos démocraties, est-ce que la solution, ce serait de financer une recherche publique et que le public prenne cette recherche scientifique sur l'IA en main? Ou est-ce qu'il faut favoriser des entreprises privées, européennes, j'aurais envie de dire, ou sinon françaises? Je pense que c'est pour Cédric, je pense que... Ouais, très clairement les deux. Très clairement, on a besoin des acteurs publics et des acteurs privés. On a besoin de modèles publics et de modèles ouverts, enfin de modèles propriétaires et de modèles ouverts. Le bon concept n'est pas tant celui de public ou privé que celui de souveraineté. Et dans une nation, il y a des acteurs publics et il y a des acteurs privés. Il est évident qu'on ne va pas laisser aux acteurs publics le soin de tout faire, que ce soit en matière de transition numérique ou en matière de transition écologique ou autre. Si le secteur public est le seul à porter les questions vertueuses, il n'y arrivera juste pas. Il n'y a pas assez de moyens, il s'en faut beaucoup. C'est aussi le boulot du projet de société que de favoriser des acteurs privés pour lesquels, pour une raison ou une autre, on fait confiance pour être aussi solidaires dans le cadre du projet de société, soit que ce soit des acteurs qui ont des partenariats forts avec des partenaires publics, soit qu'ils aient démontré dans leur culture d'entreprise qu'ils ont, au-delà des intérêts privés, un certain souci de l'intérêt public, soit tout bonnement que ce soit des acteurs français ou européens dans leurs fondateurs, dans leurs employés ou dans la structure de capital, ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, il faut travailler aussi bien sur le côté public que sur le côté privé, sur le côté propriétaire comme sur le côté ouvert. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Est-ce que vous pensez que le phénomène que Cambridge Analytica, qui a donné lieu au Brexit, à l'élection de Trump et tout ce que l'on sait, va devenir dans les sociétés modernes une sorte de systématique par rapport à toutes les élections? Est-ce qu'on va ne plus pouvoir l'éviter? C'est pour moi? Je crois, oui. Alors, une petite remarque, et après je réponds. Je ne dirai jamais que Cambridge Analytica a généré le Brexit et la victoire de Trump. Aujourd'hui, on sait que ça a existé, évidemment. Le scandale est là, les leaks sont là, les révélations sont là, etc. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que vous avez un magma d'acteurs. Alors, Steve Bannon, côté politique, qui était donc le directeur de campagne de Elon Trump, ça va pas du tout, moi. La lapsus. Non, je suis complètement satellisé. De Donald Trump d'un côté, donc qui avait monté finalement l'opération. Vous avez Cambridge Analytica et sa sœur jumelle en start-up, qui étaient ces start-up de collecte de data et de micro-ciblage de ces fameuses publicités qui allaient donc cibler les électeurs hésitants dans les États, les swing states, dans les États qui hésitaient et qui donc étaient plus, disons, facilement manipulables. Avec d'ailleurs, et ça on le dit très très peu, une vision de Steve Bannon lui-même qui parlait de guerre culturelle, un peu à la Gramsci, hein, où en fait, ils avaient... Une de leurs cibles, c'était les électeurs de couleur noire, pour en fait, non pas les emmener sur un vote Trump, mais pour les empêcher de voter Clinton. Donc, il y avait quand même cette dimension-là. Et vous aviez aussi des chercheurs russes, notamment un certain Alexander Kagan, je crois, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, enfin bon, des chercheurs russes qui étaient aussi dans cet écosystème et dont on soupçonne en fait des liens avec le FSB et donc aussi une partie d'ingérence russe dans les élections américaines, ou en tout cas via Cambridge Analytica, au-delà de l'ensemble des autres ingérences qu'ils avaient fait à ce moment-là par d'autres canaux et d'autres moyens. Donc, en fait, ça, c'est, on a cette information-là. Donc, c'est ça, Cambridge Analytica. Après, attention, la facilité de dire, mais en fait, c'est ça qui a amené Trump, je ne sais quoi. On n'a pas le calcul, on ne sait pas qui a voté quoi. Il y a encore le secret de l'isoloir. Donc, en fait, le passage à l'acte, à date, n'est pas mesurable. Ou alors, on met un flic derrière chaque citoyen, ou bientôt peut-être une puce Neuralink dans le cerveau de chaque citoyen. Et là, on saura un peu plus. Mais
en tout cas sur le passage à l'acte, moi je ne saurais pas me prononcer. Est-ce qu'il y a eu un impact, de quelle nature, de quelle hauteur, à quel... Bon. Sur maintenant la question de est-ce que c'était une anecdote malheureuse ou est-ce que c'est devenu la norme, encore une fois, si on procède avec méthode, si on se dit Cambridge Analytica, c'est des ingérences de pays étrangers, c'est des élections dont on aimerait manipuler le résultat, c'est des partis ou des leaders populistes et démagogues qui manipulent les réseaux sociaux et qui manipulent les possibilités de micro-ciblage et donc aussi de discours sur mesure en fonction de la cible, du marketing politique ultra ciblé. Si on dit que Cambridge Analytica, c'est ça, et aujourd'hui on a les deepfakes, je vous ai parlé de Modi, de Javier Milei, etc., à ce moment-là, pardon, mais c'est déjà la norme. Alors, je crois qu'il... Cédric, vous voulez réagir peut-être? Non, je suis tout à fait d'accord. D'une part, oui, il y a eu un impact de Cambridge Analytica, mais c'est pas clair que ça a été un impact décisif, et je pense qu'on le saura jamais. Et oui, c'est devenu déjà la norme. Ce genre de choses maintenant fait partie du jeu des élections, et oui, c'est la vie. Non, mais j'aimerais ajouter... Non, mais Cédric, j'ai envie d'ajouter un truc. Parce que, donc, que les démagos, les psychos, etc., et tous les fachos en herbe et les aspirants utilisent et usent et abusent, disons, de l'algorithmie, des top topics, des trends, des machins pour manipuler et pour vous donner à entendre ce que votre oreille aimerait écouter ou l'inverse. Bon, ça, d'accord. Mais toute la question est de se dire, les candidats, en revanche, qui sont censés avoir une exemplarité, une éthique, ce qu'on va appeler en France l'arc républicain, je crois, ou je sais pas. Enfin, ceux-là, eux, est-ce qu'ils vont avoir en fait une espèce d'obligation d'atteindre ce standard-là, d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, ou est-ce qu'ils vont maintenir leur, disons, éthique dans l'exercice politique ou en tout cas électoral et ne pas aller vers la facilité, c'est-à-dire des outils qui peuvent, on l'a vu avec Zemmour, Éric Zemmour sur la dernière élection présidentielle, ne pas, disons, comme on dit, les sirènes, enfin, cette expression. Les sirènes. Céder aux sirènes, au chant des sirènes. Au chant des sirènes. Enfin, vous voyez on ce va que voter. je veux dire oui, cette expression idiomatique pour dire céder à la facilité et y aller, parce que d'une certaine façon, à votre gauche et à votre droite, c'est peut-être le nouveau standard, d'une certaine façon. Je ne sais pas, c'est une question que je pose et qui me vient comme ça à l'esprit. Qu'aux extrêmes, ce soit usé et abusé, ok. On le sait. Il faudrait l'arrêter, il faudrait ne pas y aller, il faudrait que nous tous fassions front face à ça. Mais de fait, bon. Mais qu'en est-il de ceux qui sont censés vraiment avoir une exemplarité sur ces questions-là? Mes petites réponses. D'abord, quand je dis c'est la vie, j'entends pas par là que ce soit une situation satisfaisante. Hein. Ça veut dire que c'est aussi notre boulot de le dénoncer, de réglementer et de s'armer contre ça. S'armer, ça veut dire détecter tout ça. Voilà. Mais disons, et il faut surtout pas croire que les gens vont être bien se comporter comme ça parce qu'on leur a dit de bien le faire. Ensuite, l'expérience montre que à peu près tous les partis, quand ils sont aux manettes et qu'il y a des possibilités de corruption, qu'il y a des jeux de pouvoir, tous les partis, quelle que soit leur ligne politique, peuvent s'y retrouver piégés dans les grandes heures où les digues entre l'argent et la politique étaient bien moins tenues. Par exemple, en France, qu'elles ne le sont maintenant, il y a eu un vrai changement là-dessus en quelques décennies. À cette époque-là, tous les partis de l'échiquier politique avaient leurs édiles corrompus, leur trafic et tout ce que vous voulez. Et c'est aussi pour ça qu'on a de la réglementation qui s'applique à tous, pour éviter les tentations ici et là. Et même si effectivement pour l'instant c'est plus sur par rapport à des positions extrêmes qui recourent sans aucun problème à ce genre de manipulation, n'importe quel parti pourra en être tenté. Et c'est le boulot aussi de sans pitié, par exemple, attaquer la réputation d'un parti qui s'y risquerait. Petite anecdote. D'abord, la frontière est floue après sur
où commence et où finit l'éthique et l'intégrité par rapport à l'usage de l'algorithmique dans le jeu politique et dans le jeu des campagnes électorales. Mais un grand nombre d'outils au cours des dernières années sont développés pour aider les partis en campagne à cartographier leurs électeurs en fonction des quartiers, leur donner des suggestions de qui est-ce qu'il vaut mieux aller voir en priorité en porte-à-porte, quelle opinion il vaut mieux mettre en avant auprès de tel ou tel secteur, tel ou tel quartier, etc., etc. Et ça a éveillé des réactions extrêmement variées. Certains disent c'est une façon pour le politique de mieux comprendre les électeurs et donc de mieux servir la cause. D'autres disent c'est la ruine de la politique parce que ça va accentuer le côté girouette du politique qui a naturellement tendance à dire oui à tout le monde, oui aux uns, oui aux autres, même s'ils défendent des points de vue contraires, sans assumer le fait d'avoir une ligne en tant que telle. Petite anecdote là encore, j'ai siégé dans bien des jurys d'innovation dans le temps, dans les années 2010, et la fois où j'ai vu vraiment une bagarre commencer, une engueulade commencer entre membres du jury et la start-up qui présentait son innovation, c'était sur un logiciel de ce type. C'était un logiciel qui aujourd'hui a pignon sur rue. La start-up a travaillé avec des parties qui sont extrêmement bien considérées. À l'époque, elle présentait sa solution technologique sur ce mode. Et l'un des membres du jury, qui avait l'air jusque-là extrêmement, se comportait extrêmement bien, s'est mis dans une rage à dire comment tu crois que c'est comme ça que les politiques vont récupérer leur crédit et que c'est comme ça qu'on va aider à lutter contre les inégalités, c'est un scandale, enfin quelque chose comme ça, où j'ai dû intervenir pour calmer les jeux en tant que président du jury. Et d'ailleurs, sur la question juste des modérés, le premier qui a utilisé ça, c'est qui d'après vous? Ouais, c'est Obama. Et c'était un des cofondateurs de Facebook. C'était le coturne du grand fondateur de, comment s'appelle-t-il, de Zuckerberg, voilà. C'est le coturne le voisin de chambrée de Zuckerberg, et après la fondation de Facebook, il s'est allé se consacrer à l'équipe d'Obama, à offrir à son plein le communication moderne du plus haut niveau. Et ça a été un carton. Plus tard, il a fait partie des gens, donc ce cofondateur de Facebook, dont le nom m'échappe là, il a fait partie des gens qui ont publiquement appelé au démantèlement de Facebook en jugeant que ça avait pris trop de pouvoir et une emprise politique aussi, alors que lui-même était à l'origine de sa création, une emprise politique qui n'était pas du tout dans l'esprit de départ. Et j'ai l'impression quand même dans la Silicon Valley, même si effectivement il y a des tendances idéologiques, il y a quand même régulièrement des dramas, on pourrait dire. Enfin, là je rebondis juste sur ça, mais Elon Musk, il y a, je crois, quelques semaines, a fait un procès sur OpenAI avec donc son fondateur Sam Altman, et régulièrement, en fait, ça ressort. Donc la rivalité des deux meilleurs ennemis, Elon Musk-Altman. Bon, on a l'impression que c'est un peu des coups médiatiques, comme ce que vous disiez un peu, Cédric Villani, tout à l'heure, un peu des buzz médiatiques aussi, pour faire connaître les uns et les autres, pour faire ressurgir des sujets sur le devant de la scène, on va dire, auprès des réseaux sociaux et dans l'actualité médiatique. Le buzz médiatique, et Cédric avait absolument raison de le souligner, c'est d'abord le buzz sur l'outil, c'est-à-dire vous faire croire que les IA génératives, c'est maintenant l'alpha et l'oméga d'à peu près tout, que c'est des solutions miracles, et en plus encapsulé dans un autre narratif qui est celui des super-intelligences, ou d'abord des intelligences artificielles générales, puis des super-intelligences qui vont être dotées d'une conscience d'elles-mêmes, de je ne sais quoi, de je ne sais pas, enfin voilà, et qui viendraient avoir une conscience d'elles-mêmes propre et qui potentiellement pourraient avoir disons une intention malveillante vis-à-vis de l'humanité, la fin de l'humanité. Enfin bon, mais les gars, il faut quand même savoir qu'ils sont biberonnés des imaginaires de science-fiction des années 50-60, enfin pas de la Silicon Valley, mais américains, c'est Heinlein, c'est Adams, c'est Ian Banks, etc. Donc en fait, ils sont vraiment dans cet imaginaire-là. Et d'ailleurs, c'est assez logique. C'est-à-dire que, en fait, j'essentialise, mais pour aller vite. Mais ils ont lu un peu tout ça, ça a forgé leur imaginaire, et donc d'une certaine façon, ils font eux-mêmes ce que font leur propre IA, c'est-à-dire en fait véhiculer une vision du monde, la leur, mais qui elle-même a été, disons, contrainte par les lectures qu'ils avaient de ce que était
le futur, mais sous le prisme de la science-fiction. Et d'ailleurs, même les mots Grok, Neuralink, etc., c'est Neuralace, enfin, il y a vraiment des clins d'œil parfaitement assumés à cette culture-là. Mais donc, sur la question du buzz, pour en fait créer une espèce d'effet de sidération qui va maintenir une valeur monétaire à ces outils-là, parce que derrière, c'est des énormes levées de fonds qui se calculent en milliards aujourd'hui dans la Silicon Valley, d'autant qu'ils doivent absolument remonter la chaîne de valeur vers les semi-conducteurs, parce qu'en fait, ils se rendent compte que leur ultra-dépendance à Nvidia et TSMC, en fait, ça va avoir... c'est une vulnérabilité stratégique énorme. Et puis ils ont une deuxième difficulté, ils ont 3 difficultés structurelles. Et après, je viendrai sur le côté drama. L'ultra-dépendance à 2 acteurs, grosso modo, des chips. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc ils sont en train, Sam Altman essaie de lever 7000 milliards pour développer sa propre filière. On en est là. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que, disons, toute l'Union européenne ou même le Chips Act américain réuni. Donc ça, c'est l'ambition. Il y a aussi la question de... à un moment donné, ils ont aspiré énormément de data que... il n'y en a plus tellement de dispo, où on arrive un peu à la limite du truc. Donc en fait, on en est arrivé à des données synthétiques, des données qui sont elles-mêmes créées par les IA pour continuer les entraînements. Donc il y a une espèce de limite comme ça, mais pratiquement physique. Et puis la troisième et dernière limite physique, c'est une limite énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un coût, mais terrible, en data center, en stockage, mais aussi sur l'usage lui-même. Un prompt coûte, en fait, énergétiquement, mais une requête coûte ultra cher énergétiquement, j'entends. Donc il y a un problème de soutenabilité du modèle que Altman lui-même d'ailleurs commence à pointer du doigt à droite à gauche. Donc il y a un effet de sidération et de buzz, mais qu'il faut toujours absolument déconstruire pour le mettre en regard des limites de ce modèle-là. Après, oui, il y a un côté un peu Dallas entre ces gars-là, parce qu'ils se connaissent tous. Altman, le mentor d'Altman était Musk et Peter Thiel. Peter Thiel était le super pote de Altman. Zuckerberg connaissait... Enfin, tous ces gars-là se connaissent. Et à un moment donné, soit ils ont été potes, soit ils étaient mentors, soit ils deviennent tout d'un coup les meilleurs ennemis du monde. Mais autour de visions idéologiques. Des questions sur le wokisme, par exemple. Il y a une bataille culturelle aujourd'hui au sein de la Silicon Valley sur ce qu'on va appeler le anti-woke capital. Donc Elon Musk est plutôt un anti-woke, mais il accuse Sam Altman d'avoir construit un outil ChatGPT qui véhicule des visions woke du monde. Vous avez toute la question de la démocratie, des représentations. Il y a eu tout le scandale récent de Gemini, qui est l'IA générative de Google, qui en fait généré tellement obsédé par cette question de l'égalitarisme qu'ils ont fini par générer des images, mais complètement ubuesques et à contre-courant de l'histoire. Donc en fait, oui, il y a vraiment toutes ces dimensions-là, mais qu'il faut serrer pour les comprendre et les déconstruire. Et d'ailleurs, si vous voulez une bonne série sur la Silicon Valley, il y a la série donc Silicon Valley qui est de HBO et qui est très bien, qui montre bien un peu les dramas avec des représentants un peu de type Elon Musk, Zuckerberg et autres. Alors, je crois qu'il y avait une question. Voilà, tout à fait, il y a une question en haut. Oui. Alors, je teste le micro. Vous m'entendez bien ? On vous entend bien. Ok, super. Bon, je me présente, Ryan Bell, coursier pour Uber Eats. Et j'ai également grandi dans la ville de Roubaix, donc on pourrait se demander pourquoi je précise ça, mais je vais vous expliquer très rapidement. Il faut savoir que Roubaix, c'est une ville très riche au XVIIIe et au XIXe siècle. Il y a eu un essor industriel, juste ici, dans le textile. Donc on a créé des usines de partout, on a fait venir beaucoup de main-d'œuvre, des Belges, des Polonais, puis des Algériens, des Tunisiens. Sauf qu'au XIXe siècle, vers la fin du XIXe siècle, malheureusement, il y a eu la mondialisation. Donc on a tout délocalisé. Et toutes les personnes qui se retrouvaient sur place n'avaient tout d'un coup plus de travail. Donc aujourd'hui, Roubaix, c'est la ville la plus pauvre de France, une personne sur 2 qui est sous le seuil de pauvreté. Et la problématique qui arrive et que je vois arriver, c'est au niveau du travail des sans-papiers. Par exemple, moi je viens de préciser que j'étais coursier chez Uber Eats. Il faut savoir que tous mes collègues sont sans-papiers. Plus de la moitié des livreurs aujourd'hui en France sont sans-papiers. Et aujourd'hui, on voit également Uber Eats commencer à déployer des robots livreurs aux États-Unis, à Tokyo. Bon, ça prendra du temps certainement avant d'arriver en France, mais la question c'est, une fois que ces robots livreurs arriveront en France, qu'est-ce qu'on fera de tous ces sans-papiers qu'on a exploités durant toutes ces années, mais qui ne nous serviront plus à rien d'un jour à l'autre ? Parce que je ne pense pas qu'ils pourront se reconvertir dans les métiers de l'IA. Et puis Uber Eats, c'est uniquement une vitrine. Il y a tous les autres secteurs que je ne connais pas. Enfin voilà, la question, pour synthétiser, qu'est-ce qu'on fera de tous ces sans-papiers
qui n'auront pas d'aide sociale, qui se retrouveront bloqués sur le territoire exactement dans le même scénario que Roubaix. Est-ce qu'on ne se retrouvera pas avec le même scénario que Roubaix, mais à l'échelle nationale? Voilà. Là, ça pose une question qui dépasse l'IA, qui est une question vraiment politique derrière, très très importante. Cédric, vous voulez tenter une réponse? La question est effectivement le gros de la question est politique sans aucun doute. C'est quel est le projet de société, c'est quelle est la politique de régularisation des sans-papiers d'une part. Vous pouvez bien imaginer que un responsable politique de gauche, un responsable politique de droite ne diront pas la même chose là-dessus. Vous pouvez imaginer que un profil comme moi qui suis sur la liste des écologistes européennes ne répondra pas la même chose que quelqu'un qui se retrouvera sur la liste de Monsieur Bellamy côté LR. Donc il y a le premier aspect, quelle est la question politique, quelle est la réponse qu'on apporte au sort des personnes qui sont sans papier. La deuxième chose, qui est un point directement lié à notre sujet technologique, c'est le fait que nous ayons besoin, nous, en Europe, d'industrie européenne et en France, d'industrie française. Vous évoquiez le drame roubaisien, le jour où toute l'industrie est délocalisée. Il s'agit de questions fondamentales sur lesquelles il faut bien insister. Il n'y a pas de projet de société viable, du point de vue écologique, du point de vue de la société, du point de vue de l'inégalité, sans une économie, sans une industrie forte, locale, souveraine. On en revient toujours là. Et la solution de Uber Eats, telle que vous l'évoquez, où les livreurs aujourd'hui sans papier, faits par des employeurs qui n'auront aucun scrupule à juste lâcher sans aucun ménagement les travailleurs à partir du moment où ils trouveront une autre solution. Tout ce qui les intéresse dans ce cas-là, les entreprises, les unes et les autres sont là pour répondre aux besoins immédiats du client, c'est optimiser le critère financier. Maintenant, il y a quelque chose d'absolument délétère qui s'est mis en œuvre ces dernières années, c'est la façon dont les publicités ont été faites sur le thème que au client, le service ultra rapide vous est dû et vous avez le droit de le réclamer et pour un très bas prix. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable par rapport à l'ensemble de la société. Derrière n'importe quel service, il y a des personnes qui travaillent, il y a de la valeur qui a été créée, etc. Et on a du respect à avoir par rapport à cette commande, par rapport à ce travail. Et ça n'a pas de sens que de devoir l'exiger comme ça, instantanément, sans sortir de chez soi et en quelques minutes. C'est quelque chose sur quoi j'ai aucun problème à imaginer des régulations plus fortes que ce qu'il y a aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il faudrait que ça soit régulé. Et il existe aussi des alternatives. Sur Montpellier, on a quand même les livreurs montpelliérains, qui est une alternative où les personnes sont bien payées, bien rémunérées, avec des bonnes conditions de travail, et pas dépendants de géants entrepreneuriales comme Uber Eats, typiquement. On en revient à la souveraineté. On en revient à la souveraineté. Vous avez le livreur montpelliérain avec qui vous savez qui sont les personnes, vous savez quel est le projet, un projet de société dans lequel les choses sont acceptées et en avant. Il ne s'agit pas forcément d'un service public, mais un service dans lequel, pour telle ou telle raison, vous considérez que vous pouvez faire confiance. Oui, et c'est à nous, chers consommateurs, consommatrices, de faire le bon choix. Oui, il y a une question tout en haut, ouais, je vois. Oui, bonjour. Merci déjà pour cette conférence qui était vraiment passionnante. J'ai plein de questions, mais j'en vais saisir qu'une. Vous avez dit, derrière une IA, et d'ailleurs ça rejoint un peu la question précédente quelque part, derrière une IA, vous avez de l'humain de bout en bout de la chaîne. Est-ce qu'on en est vraiment sûr? Et est-ce que si un jour ça n'est pas le cas, est-ce qu'on le saura? Est-ce qu'il y aura toujours cette transparence? Alors elle se posera évidemment du côté des acteurs privés. C'est plutôt un état de fait que vous nous avez relaté, mais moi j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas pour toujours. C'est pour moi? Oui, c'est vous qui avez dit cette phrase. Non, vous posez en creux, et je vais vous répondre en creux, mais vous posez en creux une question fondamentale, qui est la question de l'ultra-automatisation, qui est en fait aussi liée à la question précédente, en fait. C'est ce que je vous disais à un moment donné.
Je prends un champ, moi que je connais peut-être mieux que le champ social, qui est le champ un peu de défense ou militaire. Une des grandes questions en termes d'exemple pour illustrer le dilemme que vous posez, qui est très juste, c'est la question des armes autonomes, par exemple. Où tout d'un coup, pour des questions de ultra-rapidité, parce qu'en fait on a mis en données finalement les champs de bataille, pour éviter les brouillages électroniques, pour gagner en efficacité, eh ben, nous sommes en train de développer des armes autonomes. Attention, les drones dont on parle à droite à gauche, etc., ce ne sont pas encore tout à fait, officiellement en tout cas, des armes autonomes. C'est ce qu'on appelle des armes préprogrammées, ou c'est des systèmes préprogrammés ou semi-autonomes, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, vous avez toujours, malgré tout, officiellement en tout cas, un humain sur la boucle. C'est-à-dire que quand vous envoyez votre arme, quelle qu'elle soit, en l'occurrence un drone, mais pas que, eh bien, vous avez toujours la possibilité de réinteragir à un moment donné. L'enjeu des armes autonomes, sur lesquelles d'énormes questions éthiques juridiques se posent, sur lesquelles États-Unis et Chine, quand les deux présidents se sont rencontrés en novembre 2023 dernier à San Francisco, se sont tapés sur le dos en se promettant de se parler, mais depuis il ne se passe hélas strictement rien sur la question. Eh bien, c'est de se dire en fait que vous n'avez plus aucune possibilité d'avoir un humain sur la boucle. C'est-à-dire qu'une fois que votre drone est parti, vous savez plus du tout ce qu'il fait ou ce qu'il va devenir. Quand ça se passe bien, mais quand ça se passe mal, ça se passe très mal. Et donc, imaginez que tout d'un coup, votre drone ou votre arme autonome, son logiciel, en fait, confondent un char et un bus d'écoliers. Je ne sais pas si on se rend compte de l'ampleur. Dans une réalité beaucoup moins prospective et qui est beaucoup plus proche de nous, vous avez toutes les IA militaires. Alors, celles-ci, elles ne sont pas autonomes, mais elles ont créé des dommages absolument incroyables à Gaza. Aujourd'hui, c'est une guerre qui est aussi une guerre technologique, qui est aussi une guerre algorithmique, pour prendre le terme de Alex Carr, qui est le patron de Palantir. C'est-à-dire que vous avez des logiciels qui sont capables de vous triturer toute la data qui est récupérée par l'ensemble des capteurs du champ de guerre donné et qui, en fait, vont vous déterminer toutes les cibles physiques ou humaines possibles, avec des seuils de dommages collatéraux dits, entre guillemets, vraiment et beaucoup de guillemets, acceptable. Donc, la question des armes autonomes est une question qui est largement encore ouverte. Pourquoi est-ce qu'elle est ouverte? Et là, ça n'engage que moi sur la fin de la réponse. C'est parce qu'en fait, se joue aujourd'hui la rivalité géostratégique entre États-Unis et Chine, et donc des enjeux de puissance absolument énormes. Et un des vecteurs de puissance est évidemment la question technologique, ou plus exactement de son hyper-vitesse. En gros, le premier qui dégaine a gagné. Si je schématise, je schématise à fond la réflexion. Mais donc, c'est un peu ça qui se joue. Est-ce qu'on ne va pas se brider sur un instrument de projection de puissance que seraient les armes autonomes? Donc, c'était votre question, c'est ma réponse. Je vais ajouter quelques petits mots si vous voulez bien. D'abord, une mine antipersonnelle est une saloperie qui ne fait pas la différence entre un tank et un quart d'écolier. Et d'ailleurs, quand on essaie de trouver une définition claire d'une arme autonome, c'est très dur de trouver une définition qui englobe le logiciel et qui englobe pas la mine antipersonnelle. Et de façon générale, même si on a des armes puissantes, automatisées, réautomatisées, etc., il y a toujours des humains qui sont dans la chaîne de responsabilité. Ce sont les dirigeants qui entrent en guerre, ce sont les personnes qui imaginent les plans, ce sont les négociateurs internationaux, ce sont les marchands d'armes ou qui sait quoi. On se souvient de la chanson de Bob Dylan, Come You Masters of War, et pointant du doigt la responsabilité phénoménale des personnes, des intérêts qui s'occupent de vendre des armes. Aujourd'hui, ça fait partie du débat, les personnes qui les vendent d'armes sur les zones de conflit en Israël et ailleurs. Et la France, d'ailleurs, n'a pas forcément à être fière de tout ce qu'elle fait en la matière, en matière de vente d'armes, je veux dire. Et même s'il n'y a pas sur la chaîne de décision un humain qui est là pour prendre la décision, pour dire c'est ça,
il y a toujours des humains responsables, éventuellement cachés, dans la chaîne, dans ce qui est aux commandes, aux manettes, dans ce qui a permis à la situation dangereuse, explosive de se faire. De la même façon qu'à la grande époque de la guerre froide, où à au moins 4 reprises, on est passé tout près d'un déclenchement accidentel d'une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest, ben, il y avait aussi des responsables politiques, les personnes, les dirigeants politiques qui ont permis ça, les grands responsables de projets d'armement qui ont permis ce genre de choses, etc. Je vais devoir vous quitter dans quelques minutes, je suis désolé. Donc on peut se permettre une dernière question. Ok, alors une dernière question. Je ne sais pas où est le micro. Oui, alors je sais pas. Je crois qu'il y avait une question derrière. Une question qui nous vient d'Internet. Pensez-vous que la surutilisation des IA génératives, qui facilite l'absence de réflexion, risque à terme de provoquer une perte cognitive? Est-ce que nous allons avoir une perte cognitive avec les IA génératives? Réponse brève, oui, plus ou moins, on ne sait pas à quelle ampleur, mais comme n'importe quelle technologie. C'est le boulot de n'importe quelle technologie que de transférer une partie de vos compétences sur sur un outil technologique. Alors, j'exagère un peu quand je dis ça, parce qu'il y a aussi des fois des technologies qui sont là pour vous stimuler. Et on peut utiliser des IA génératives aussi pour stimuler soit votre imagination, soit votre capacité de reconnaissance, de détection d'énigmes ou qui sait quoi. Donc les deux sont là. Comme on dit, certains aiment bien le mathématicien très original Souriau aimait bien comparer la science aux chaussures, hein, avec des chaussures. On peut se passer de chaussures, mais avec des chaussures, on peut aller plus efficacement et plus loin. On peut aussi rappeler que nos ancêtres qui n'avaient pas de chaussures avaient eu une corne sous la plante des pieds extrêmement développée qui leur permettait de courir et de résister en marchant pieds nus bien plus que nous autres qui avons été habitués aux chaussures. Ce genre de choses est normal. Et c'est un débat technologique qui a été posé explicitement déjà il y a des siècles et des siècles par Socrate quand venait le moment de l'écriture. Est-ce que l'écriture nous ampute de certaines facultés cognitives? Bien sûr. Moins de mémorisation, plus de malentendus, moins de capacité à prendre les choses par soi-même, évidemment. Est-ce que l'écriture nous apporte aussi des stimulations intellectuelles? Bien sûr. D'autres choses ont développé d'autres pans de nos cognitions et on apprend à faire des formules, à aligner des formules mathématiques et à se lancer dans des constructions subtiles qu'on n'aurait jamais pu faire sans l'écriture. Est-ce qu'on va avoir la même chose avec l'IA générative? Je vais répondre oui, certainement, comme avec toute technologie. Merci beaucoup, Cédric, pour cette très belle conclusion de l'Agora des Savoirs. On peut remercier nos intervenants. Merci.